Bonsoir à tous. Je vais vous parler de cette version 23C de Oracle, qui est la prochaine version long terme, enfin qui est maintenant l'actuelle version long term release. Qu'est-ce qu'une long term release? C'est une version qui va avoir un support étendu, on va dire ça comme ça, c'est environ 3 ans, si je ne m'abuse. Alors, la dernière version à long term release, c'est la 19. Vous allez me dire, il y a la 21, mais celle-là, elle est considérée comme une innovative release. Et ce qui influe donc, encore une fois, sur la durée de support. C'est-à-dire que la 21, le support s'arrête l'année prochaine. Donc voilà, c'est donc l'actuelle long term release, la version long term release. Elle a une particularité, c'est qu'elle est gratuite. Alors, gratuit, on va dire chez Oracle, c'est un peu particulier, vous allez avoir accès à tout avec cette version. Seulement si vous voulez avoir du support, bah, c'est là qu'il faut payer. Donc par exemple, jusqu'à maintenant, le partitionnement, c'était une option qui était payante en général, et maintenant, avec la 23, bah, vous pouvez l'avoir. Hem, alors on va commencer sur les nouveaux alors je vais vous présenter les nouveautés de SQL et PLSQL, alors uniquement sur ces aspects-là, pas sur les aspects, DBA, sur l'architecture, ça ce qui mérite un autre meet-up, mais je vais me concentrer sur la partie SQL et PLSQL. C'est pour un public plus axé sur les développeurs d'applications, car il y a pas mal de nouveautés assez intéressantes, pas mal de choses qui étaient voulues, on va dire, par les développeurs depuis un certain temps. Et on va les aborder, vous allez voir il y a des choses assez intéressantes. Donc on va commencer en douceur. Déjà, ça va être le from dual, alors qui ne disparaît pas, mais qui n'est plus obligatoire quand on veut afficher une valeur. Par exemple, si je veux afficher 1, donc je dis select 1 et il va pouvoir m'afficher 1. Ce qui, ce qui est pas mal en gros, c'est parce que from dual, alors ça pour vous montrer que ça marche toujours, c'est là. Voilà, c'est un petit gain, c'est quelque chose de c'est pas forcément intuitif de dire quelque chose, select quelque chose from dual. Bon, surtout quand on est débutant sur SQL, on se dit: «Qu'est-ce que c'est que ce from dual?» Bon, bah, maintenant, il n'est plus vraiment obligatoire. Donc ça marche donc avec des expressions, statiques comme, quand vous appelez une fonction pour une expression, si je fais ça, select fgetName de 199, ça va nous retourner un nom et prénom, dans ce cas précis. Donc c'est première nouveauté, c'est pas c'est pas quelque chose de fou, ça change pas, c'est pas fondamental, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant c'est peut-être plus intuitif. Donc on va quand même passer à la suite sur des choses un peu plus sérieuses. Ça va être alors déjà le rôle DB développeur role. Jusqu'à maintenant, quand vous étiez développeur et que vous aviez un user, il fallait connaître plus ou moins tous les droits qu'il vous fallait. Par exemple, grant create session, grant create table, create any table, des choses comme ça. Euh, et maintenant, Oracle a un peu facilité ça en rajoutant un rôle qui s'appelle DB Developer Role. Donc, déjà, ce qu'on va faire avec le user 6DBA, on va exécuter ces requêtes. Donc, déjà, on va se mettre sur le pluggable database et on va donner le rôle developer role à HR. Alors, je le donne, ok, c'est très bien, mais vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que ça permet de faire ce rôle? Quels sont les raccourcis, quelles sont les autorisations qu'elle me donne? Donc, ça va nous donner tout ça. Donc, je ne vais pas aller analyser un par un tout ce qu'il y a, mais vous pouvez voir que, par exemple, on peut créer une session maintenant, créer une table, synonyme, une vue, une séquence, des objets qu'on crée assez souvent en tant que développeur. Ce rôle, il a l'avantage de faire tous ces grands-là en étant sûr de ne pas oublier d'en faire un ou deux. C'est assez intéressant. Après, voilà, faut le connaître, hein, ce rôle, faut que votre DBA il vous le donne, ce rôle. C'est pour ça qu'il faut bien s'entendre avec les DBA en général. Donc voilà, vous leur demandez de vous donner ce rôle-là sur votre environnement de dev, hein, je précise, parce que donner ces rôles-là sur une base de prod, c'est pas non plus ce qui est. C'est pas forcément ce qu'il faudrait faire. Donc voilà, une des nouveautés, c'est ce rôle DB développeur.
Autre nouveauté côté un peu administration, ça va être le Grant Read on Schema. Alors, donc, on va exécuter cette requête sur HR2. Alors, est-ce que je l'ai déjà collé? Alors, normalement, la table n'existe pas. Voilà. Il va me dire que la table n'existe pas. Donc, ce qu'on faisait avant, c'était grant select on employees to HR2. C'était ce qu'on faisait pour qu'il puisse lire la table. Le problème, c'est que on a envie que ça, on n'a pas forcément envie de répéter à chaque fois cette action, à chaque fois qu'on crée une table. Et on n'a pas envie non plus, alors si on crée un nouveau user et qu'il y a 1500 tables, on n'a pas forcément envie de passer en revue les 1500 tables via un script PLSQL qui le ferait dynamiquement. Mais on se dit, voilà, moi je voudrais que maintenant, j'ai un user HR2, il devrait pouvoir faire un select sur toutes les tables qui existent déjà sur HR, donc qui existent et qui seraient à venir aussi, hein. C'est-à-dire les tables qui n'existent pas encore, je voudrais que HR2 il puisse les lire. Je sais pas si je suis assez clair, mais en gros, si je crée une table sur HR dans le futur, automatiquement, je voudrais que HR2 il puisse y accéder. Et ben, le Grant Read Any Table va vous permettre de faire ça. Donc là, je vais exécuter cette requête. Et donc là, j'ai accès à la table Employees. Alors, en commentaire, ici, j'ai marqué ne pas confondre avec Select Any Table parce que quand on lit la syntaxe, quand on lit cette syntaxe, on pourrait se dire ah oui, mais Select Any Table, c'est un droit système. Ça, c'est au niveau de la base de données. Vous définissez ça au niveau de la base de données. Vous ne dites pas qu'un user peut lire toutes les toutes les tables d'un autre user. Ce n'est pas la même chose. Donc maintenant, j'ai exécuté la requête, cette requête, ça fonctionne. Et donc, cette table-là n'existe pas. Donc, on va déjà faire ce select-là pour s'en assurer. Bon, elle existe déjà. je vais la drop pour vous montrer. Table test. Hop. Donc là, donc on voit bien que là, il ne peut pas la lire. Donc là, si je recrée cette table, bon bah, il n'y a plus de suspense. On peut voir qu'il peut la lire. Alors que j'ai rien rajouté comme droit spécifique. Je n'ai pas fait de grande select on test droit to HR2. Donc voilà, ça vous permet de créer. Vous pouvez facilement gérer votre user, un user qui ferait du reporting et sans forcément faire ça sur le schéma où il y a les données. Vous avez un deuxième user qui pourra lire toutes les données d'un autre user. C'est assez simple, ça facilite bien la gestion des droits. En plus, c'est en lecture, on parle que de lecture, on parle pas d'écriture. Donc, je n'ai pas vu de grand write grand write en schema. Ça, je l'ai pas vu passer comme nouveauté, mais je l'ai vu que pour le grand read any table. Donc, on va passer à la suite. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez absolument pas. Donc, quelque chose, une autre nouveauté qui est assez intéressante parce que ça va beaucoup faciliter les déploiements. C'est le exist not exist. Disons que je crée une table. Hop. Bon, il ne me prend pas le contrôle. Donc là, j'ai créé ma table. Donc ensuite, je vais recréer. Donc là, mon script de déploiement, il passe une première fois. Disons que pour une raison X ou Y, il faut rejouer le déploiement parce que ça a planté une étape plus lointaine et vous n'avez pas fait un rollback, donc la table n'est pas détruite. Donc la table est toujours là, votre script, votre déploiement, il va tourner une nouvelle fois et là, il va réexécuter l'ordre create. Donc il va exécuter une deuxième fois et là, qu'est-ce qui se passe? Donc name is already used by an existing object. Et là, ça fait encore planter votre déploiement parce que vous avez mis whenever SQL error, exit failure, rollback. Vous avez mis quelque chose comme ça. C'est à la moindre erreur, donc votre déploiement s'arrête.
Et ben, le not exist ici va vous permettre d'éviter ce comportement. Donc là, si on recommence, donc on va drop la table. Donc là, je vais donc la syntaxe c'est create table if not exist, ma table, donc avec sa définition. Donc là, je vais jouer une première fois cette requête. Donc là, il va créer la table. Et en fait, ce qui va se passer, c'est si je rejoue la requête, et ben, il n'y aura pas d'erreur. Il va vous dire, alors, vous pouvez vous dire, ouais, la table, elle va être créée, ok, elle va être, est-ce qu'elle va être recréée, est-ce qu'elle va être drop? Non, il va juste vérifier l'existence de la table, et si elle n'existe pas, il va créer la table. C'est tout ce qu'il fait. Donc vous pouvez jouer ça à l'infini, hein, autant de fois que vous voulez, il n'y aura pas d'erreur. Alors, attention, si vous essayez de rejouer cette requête en essayant de redéfinir la table, ça ne marchera pas. Donc là, je vais faire ça. Donc voilà, je vais le jouer, je ne sais pas s'il est passé à force. Donc voilà, il dit ma table est créée. Donc on pourrait que penser. Alors, je viens de voir dans le chat, donc creator replace table, ça n'existe pas. Donc j'ai mis une nouvelle colonne et on pourrait penser que cette colonne, elle aura été ajoutée. C'est pas le cas. On voit bien que c'est ma première définition qui est prise en compte. Donc attention, hein, si vous voulez redéfinir la table, soit vous faites un alter table, soit vous droppez la table et vous la reconstruisez. C'est à vous de voir. Alors, ça marche. Alors, le exist, ça marche pour les tables, mais ça marche pas pour tout. Par exemple, si vous voulez le faire pour une colonne, ça marche pas. Là, si je mets add if not exist, la syntaxe, elle n'est pas bonne. Par contre, vous pouvez le faire avec un index. Ça marche très bien avec un index, avec une séquence, une vue. Je crois qu'il y a aussi quelque chose alors je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder, les domaines, ça supporte quelques-uns des objets, vue matérialisée, et c'est tout, je crois. Ah oui, voilà, alors, avec les vues, justement, on peut faire le fameux create or replace. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas cumuler create or replace et le if not exist. Parce que, alors, ça peut paraître logique pour certains, mais je préfère l'expliquer. Le replace, c'est si ça existe, j'écrase ce qui existe, et le if not exist, c'est si elle n'existe pas, je la crée. Donc ça se contredit un petit peu. Donc là, c'est pas que ça ne marche, enfin, c'est pas qu'il y aura un comportement bizarre, c'est que là, vous vous faites carrément jeter par le SGBD. Donc, par contre, on peut faire create view if not exist. Ça marche très bien. Et il s'assure donc que la vue n'existe pas avant de la créer. Donc là, si je le rejoue une deuxième fois, il n'y a pas de problème. Donc ça, cette nouveauté-là va plutôt simplifier les déploiements parce que dans plusieurs applications sur lesquelles j'ai travaillé, c'était à chaque fois un bloc PLSQL qui faisait des exécutes immédiates et qui s'assurait qu'il y avait bien une table qui avait été drop et en gros on gérait les exceptions et voilà, bref, en gros pour éviter un peu toute cette embrouille, ça peut faciliter la vie. Alors attention, ça ne va pas régler tous les problèmes. Comme je vous ai dit, ça permet pas de redéfinir la table et si vous avez besoin de redéfinir la table, bon voilà, vous êtes obligé de passer par soit un drop de la table, soit un alter table. Tout dépend du contexte. Donc on vient de voir not exist, mais il y a le penchant inverse qui est exist. Donc si vous voulez drop une table ou un objet s'il existe, bah, il n'y a qu'à faire ce test. Vous ajoutez ça, donc drop index if exist, et toujours pareil, vous pouvez l'exécuter plusieurs fois. Il n'y a pas d'erreur. Donc là, j'ai lancé 3 fois un drop index, il n'y a pas de problème. Après, on n'est pas sûr. En fait,
quand on le lance la première fois, on sait que c'est drop, les 2 autres fois, on ne sait pas si l'index il existait vraiment. Alors si ça vous importe, si l'index existait avant, effectivement, dans ce cas-là, ça peut peut-être vous embêter. Mais alors tout à l'heure, je ne sais pas si je vous ai parlé de séquences, donc là ça marche évidemment avec les séquences, avec les tables et avec les vues. Donc voilà, la petite nouveauté note existe sur les créations d'objets. On va passer à la suite, qui est le Table Value Constructor. Ça, c'est quelque chose que j'ai aussi, que je trouve qui est pas mal comme nouveauté, parce que actuellement, vu qu'il n'y a aucune application qui est sur de la prod en 23C, j'imagine. En gros, quand on veut afficher 4 lignes avec des valeurs, on veut à chaque fois générer une ligne par une ligne différents enregistrements. Beaucoup font, voire presque tout le monde, un select, les colonnes, avec des union all. Donc en gros, si on fait ça, on obtient bien nos 4 lignes avec 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Et ben maintenant, Oracle a rattrapé son retard, on va dire ça comme ça, parce que oui, alors je vous explique pas mal de trucs. Vous allez me dire, ouais, mais sur Postgre ou d'autres SGBD, ça existe déjà. Bah en fait, avec tout ça, Oracle ne fait que rattraper son retard sur les autres. Donc, maintenant, on va pouvoir, au lieu de faire tous ces union all, vous allez pouvoir faire en une instruction, en fait, c'est la génération de ces 4 lignes. Là, le résultat de ces requêtes est strictement la même, si on regarde bien. Et après, voilà, il faut juste prendre la syntaxe. Donc, si on regarde bien, au final, ce constructeur, il est considéré un peu comme une table, on va dire ça comme ça. C'est juste qu'après, la syntaxe, elle va un petit peu varier. Donc, là, ça va être un alias pour cette pseudo-table. Et ici, vous indiquez en gros chaque je crois qu'on dit ça comme ça, correspond, quel alias vous lui donnez. Donc voilà, là en gros, en premier j'ai mis col 1, donc cette colonne-là va correspondre à col 1, et donc toute cette colonne-là, toutes ces valeurs-là vont correspondre à col 2. Mais alors ça marche avec les selects, mais on peut aussi le faire avec les inserts. Donc là, on va recréer une table. J'ai pas mis note existe, mais je m'étais assuré qu'elle n'existait plus, la table. Donc avant, quand on voulait insérer 4 enregistrements, on faisait insert into ma table, col 1, col 2, values, et on mettait les valeurs. Donc là, en gros, on faisait ces 4 inserts, on envoyait 4 ordres insert qui renvoyaient à chaque fois un enregistrement créé. Voilà, one row inserted. Et bien maintenant, alors déjà, hop, on voit bien qu'on a bien les 4 enregistrements. Donc 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Donc là, avec les Table Value Constructor, on peut faire ça en un seul ordre qui insère 4 enregistrements en une seule fois. Donc on va d'abord vider la table. Et donc, insert, donc là, la syntaxe est sensiblement la même. Donc il y a le insert into ma table, donc ça bouge pas. Values, ça ne bouge pas, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est on va du coup séparer les valeurs qu'on veut insérer, donc toujours entre parenthèses, comme on a dans le values ici, seulement on va les séparer par des virgules, les valeurs qu'on veut insérer. Bon, je l'ai écrit comme ça pour que ce soit le plus clair possible pour vous. Donc là, c'est values, donc là, le premier set de value, et après on met la virgule, et après on insère le deuxième, le troisième, le quatrième, et ainsi de suite. Donc là, si je fais ça, là, il ne va pas dire 4 fois one row inserted, mais 4 rows inserted. Voilà, j'espère que c'est assez clair comme je l'ai expliqué. Alors, il faut faire juste gaffe à une seule chose, c'est que dans les valeurs qu'on construit, il faut que les types soient les mêmes. Par exemple, là, ici, on a mis un entier et ici, on a mis un varchar2. Je ne peux pas m'amuser à insérer, comme je l'ai fait ici, un entier puis un autre entier. En gros, il y a un mismatch entre ces deux colonnes.
Si on lance ça, il va pas trop aimer. Alors si vous voulez absolument faire ça, le problème c'est en fait, ce qu'il faut faire, c'est supprimer ce set de valeurs et de faire un deuxième insert. C'est comme ça que vous contournerez le problème. Alors j'ai vu la présentation d'Oracle, sur ce sujet-là et la question que j'ai eue c'est, en fait combien de valeurs on peut mettre au maximum? Combien de sets de valeurs? 1 000 000, 10 000 000? Oracle n'a pas imposé de limite, selon les dires du dev. Il n'y a pas eu de limites qui ont été imposées. Je vous cache pas, je vous cache pas que, c'est, si vous voulez faire, 10 millions d'insertions comme ça, si vous avez une machine pas très performante, je pense que le parsing, il va vous parser tout ça, ça va mettre un sacré coup aux performances de votre requête. Après voilà, s'il faut le faire, vous le faites, mais voilà, je pense que c'est surtout le parsing qui va vous faire perdre du temps, mais je pense pas qu'il y ait vraiment de limite à ce niveau-là. Alors j'ai pas essayé parce que ma VM elle est pas très performante, mais j'avais essayé avec, 1 000 000 je crois, ça m'avait pris 5 minutes, mais c'est passé. Alors et si on fait deux avec les cotes? Bah, en fait, c'est le même principe, c'est comme si tu insérais ça, c'est la même chose. C'est strictement la même chose. En fait, c'est si je me dis: «Ouais, si je» comment? Tu vois, quand tu fais, union all, d'ailleurs, je crois que ce problème peut se poser avec les union all si tu mets des types différents et là aussi, il va te râler dessus le SGBD. Si tu as un entier quelque part, il me semble pas qu'il caste, il fait pas de caste automatique. Donc là, en gros, là, ce que tu me dis Philippe, c'est faire, exactement ce même insert que là. Ce que je voulais relever après, c'était surtout qu'il faut faire attention au type des enregistrements que vous mettez. Faut vraiment que ce soit les mêmes. Donc, voilà pour le Table Value Constructor. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas encore une fois. Alors, une nouveauté qui m'a pas mal plu, parce que ça a été source de maux de tête, par moment, c'est les group by sur des alias. Auparavant, quand il fallait faire des group by, quand vous faisiez des group by, en gros, si vous aviez une expression et pas une colonne, si vous voulez faire vraiment un group by là-dessus, et ben, il fallait faire group by ça. Alors là, vous allez me dire: «Oui, mais enfin ça va, c'est une petite expression». Oui, enfin si vous avez quelque chose de gros comme un case when ou qui fait une trentaine de lignes, le mettre dans le groupe vous devez faire, exactement ce même copier-coller dans un group by. C'est pas dingue. Heu, Surtout si derrière c'est suivi d'un having et là votre requête elle est illisible. Donc là auparavant, il fallait faire cette requête-là. Donc là ça marche toujours, hein, comme vous pouvez voir, au moins on sait qu'il y a une compatibilité ascendante. Hem, Maintenant, et ben, vous pouvez utiliser directement un alias. Donc là, c'est-à-dire cette colonne, cette expression-là, je l'ai fait suivre d'un alias, donc qui s'appelle mon alias ici. Donc dans le groupe by, j'ai utilisé mon alias. Donc là, je vous le répète, mais si vous avez, un case when avec une trentaine de lignes de règles de gestion et que vous mettez mon alias derrière, bah, vous avez plus qu'à utiliser mon alias. Ce qui facilite quand même, beaucoup la lecture et l'écriture de requêtes. Pareil pour un having. Donc là, les résultats ici, on a strictement la même chose, hein. C'est juste que bon, c'est déjà plus lisible et comme je vous ai dit, ça soulage, ça évite certains maux de tête pour rendre les requêtes plus simples. Parfois ce que je pouvais voir, c'était, en gros, ça c'était mis dans un sous-select et dans le sous-select, il y a un alias et plus haut, c'était group by sur l'alias qui était mis dans le sous-select. Bon bah là, vous avez plus à faire ça. Et ça a été mis pour le group by pour le having, mais si vous voulez faire pareil pour le where, ils l'ont pas fait. Donc vous êtes obligé de réutiliser la même chose. Ça marche pas.
Ce qui peut paraître logique, hein, mais quand on est un bon développeur, on est curieux, on essaye de savoir des choses. Donc là, on est obligé de faire exactement ça. Toujours sur les group by, les messages d'erreur ont aussi été améliorés. C'est, d'un point de vue, comme vous pouvez voir, hein, d'un point de vue si on regarde bien ces nouveautés là, vraiment, elles ont été très axées sur les développeurs. Et c'est encore une fois, c'est c'est encore source de maux de tête en moins, d'avoir cette nouveauté. C'est quand vous avez une erreur sur un group by où vous oubliez d'ajouter une colonne, dans votre select. Par exemple, là sur cette requête, donc c'est la même requête que tout à l'heure, j'ai juste ajouté une colonne, qui est job ID, que je n'ai pas mis dans mon group by. Donc, le SGBD va râler. Auparavant, ce qu'on obtenait, c'était, not, group, function ou c'était ça qui dit. Le problème, c'est qu'il ne vous dit pas quoi. Alors là, j'ai mis 3 colonnes, mais quand vous aviez une requête où il y avait une centaine de colonnes, et que vous en avez oublié une, 2, bah, bonne chance pour les retrouver, quoi. C'est bon, ça peut prendre 5-10 minutes pour trouver ça. Bah là, au moins, hop, on va attendre un tout petit peu. Hop là, voilà, là, il me dit que la colonne job ID n'apparaît pas dans le group by, ce qui est pas mal. Alors, quelque chose que j'aurais pu essayer, c'est, c'est essayer avec 2 colonnes. Je l'ai pas essayé comme ça, tu vois? Si je fais ça, est-ce qu'il va afficher tout? Bon, il le dit un par un. Il le dit un par un, mais bon, après, on sait qu'on a oublié job ID. Si vous avez encore oublié, il vous dira, si je rajoute job ID, allez, on va le faire. Hop, on va le remettre. Donc là, je vais mettre job ID. Donc là, normalement, il va râler maintenant sur l'autre colonne que j'ai oubliée. Voilà. En gros, il fait ça au fur et à mesure. Bon, c'est déjà un bon début d'avoir ça, d'avoir au moins qu'ils nous disent qu'il en manque une. Bon, après, si on se dit qu'on en a oublié une, on peut avoir le réflexe de regarder si on n'a pas oublié d'autres. Bon, après, si c'est une requête qui fait 1000 lignes, là, c'est vrai que c'est pas évident de vérifier tout ça d'un coup. Mais bon, ça va dans le bon sens. Donc maintenant, autre nouveauté, alors cette fois-ci, ça va être les arrondis, ça va être toutes les opérations d'arrondi sur les dates, les timestamps et les intervalles. Ça va parfois éviter comment? Mmh, certaines inventions, on va dire ça comme ça, on se laisse aller à des côtés un peu artistiques, quand on fait des requêtes pour calculer des dates. Donc là, je vais juste modifier la session. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est par exemple sale de sysdate. Donc là, quand on fait un sale de sysdate, donc là on est le 28, on est le 28, donc là il arrondit, donc sale c'est arrondi supérieur. Donc et donc demain on est le 29, donc il arrondit au 29, tout simplement. Donc on peut aussi lui préciser, sur quel élément on veut arrondir. Par exemple là je fais sur la journée en mettant, DD. Bon voilà, vous voyez que c'est le comportement par défaut, hein, en gros, si on met virgule DD et rien, c'est la même chose. Mais après si vous voulez arrondir au mois, par exemple là, si je veux obtenir le 1er juillet 2023, il suffit de faire ça. Et si vous voulez obtenir le 1er janvier 2024, il suffit de faire ça. On a pareil, alors ça c'est avec l'arrondi supérieur. Alors ça c'est avec l'arrondi tout court. Donc là, ça va dépendre de quand vous êtes, hein, là, donc là j'ai demain parce qu'on est après-midi. Je pense que c'est ça la règle d'arrondi. Donc là pareil, hein, donc l'arrondi par défaut c'est par jour. Donc ensuite, toujours pareil,
1er juillet, et donc là, on devrait obtenir, alors là, bonne question, arrondi 2023-2024. Je pense qu'après, si j'avais lancé cette requête après-demain, ouais, c'est ça, si j'avais lancé cette requête samedi, je me serais retrouvé avec 1er janvier 2024. Comme quoi, à quelques jours près, hein. Et pareil, donc là, ça c'est l'arrondi en fonction de là où vous êtes, et pareil, donc à l'arrondi inférieur. Alors, vous allez me dire, oui, c'est ok, très bien, mais moi, ce que je peux vous ajouter pour vous convaincre, c'est une bonne chose, c'est par exemple quand on voulait avoir, quand on veut avoir le 1er juillet 2024, avant, il fallait donc se taper un last date de sysdate. Donc last day, pour ceux qui ne savent pas, ça renvoie le dernier jour du mois de la date donnée en paramètre. Donc là, si je fais ça, last day de sysdate, ça va renvoyer le 30 juin, et donc là, on va obtenir le 1er juillet. Et en plus, oui, vous avez l'heure qui va avec. Ouais, il n'est pas vraiment à l'heure le truc. Et, donc là, on peut voir que l'équivalent à ça, c'est ça. Et encore, je dis ça, mais l'heure ne suit pas, hein. Donc si vous avez besoin de l'heure, avec la précision, là, ça va peut-être pas le faire. Il faudra peut-être ajouter quelque chose à côté. Parce que cet arrondi, il arrondit même l'heure. Donc ensuite, s'il fallait avoir, donc alors ça fait quoi ça? Last day de addMont de sysdate-1. Donc là, on est censé obtenir le 1er juin. Donc parce que addMont, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est une fonction qui renvoie une date avec le nombre de mois qu'on donne en paramètre. Donc là, je donne la sysdate, c'est la date en cours, donc le 28 juin. Donc addMont-1, donc on se retrouve au 28 mai. Et last day de 28 mai, c'est le 31 mai. Donc plus 1, ça donne le 1er juin. Ça en fait des éléments pour calculer juste une bête date. Alors que ce select-là fait exactement la même chose, et qui est peut-être c'est peut-être plus visible, plus intuitif pour quelqu'un qui maîtrise pas tout ça. Surtout qu'à la base, SQL, c'est quand même un langage qui est censé être justement intuitif et accessible à des personnes qui ne sont pas forcément informaticiennes. En tout cas, à la base, c'était fait pour ça. Donc là, on a vu ça sur des dates. On peut faire donc tout à fait pareil avec des timestamps. Donc là, on arrondit à la journée, hein, toujours pareil, hein, le jour, il reste par défaut. Donc là, on est censé avoir le 1er mai. Voilà, c'est bon, je ne vais pas tout détailler, je vais vous les jouer ces requêtes, hein. Donc là, le sale, donc là, on aura le 1er juin, et donc pareil avec les intervalles. Donc là, si je lui précise un intervalle 0 jour, 13h45 minutes, donc là, si je lui dis sale, il va me renvoyer plus une journée. Donc voilà, si vous voulez faire des opérations sur des dates, c'est plutôt pas mal. Et donc là, on peut aussi arrondir à l'heure. Alors attention au masque que vous faites suivre derrière. Et voilà, pareil pour l'arrondi inférieur. On va passer à la suite. Donc là, ça va être les join update. C'est quelque chose qui, vous allez me dire, vous avez forcément quelqu'un qui va me dire, ou du moins qui va se dire, peut-être pas forcément le mettre dans le chat, mais c'est quelque chose qui existe déjà. C'est vrai. Mais c'est juste pour attraper la norme SQL que ça a été fait, ça. On va créer une table qui s'appelle create test update, donc il y a un certain nombre de colonnes. On va rajouter une petite clé primaire. Ça va être pour des petites vérifications ultérieures. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est on va insérer 1 million de lignes. Hop. Alors, comme vous pouvez, alors qu'est-ce que fait cette requête pour les néophytes? Ça va insérer les nombres de 1 à 1 million dans une table, tout simplement. Donc là, on commit. Donc là, si je fais ça, alors pour montrer ce que ça vient de faire, donc là, vous pouvez voir, voilà, ça a inséré les nombres de 1 million. Les 3 autres colonnes sont vides, c'est parce que je l'ai voulu. C'est justement les tests qui vont permettre de les remplir. Donc là, voilà, j'ai inséré
des nombres de 1 à 1000. Donc là, si je fais ça, donc on peut voir que first name il est nul partout. Donc là maintenant, ce qui a été ajouté avec ce nouvel update join update, c'est vous pouvez alors auparavant quand on faisait update, soit on se tapait un sous-select pour déterminer la valeur qui était là. Soit alors certes, les personnes un peu averties me diront: «Il y a merge qui permet de le faire». C'est tout à fait ça, hein. C'est cette syntaxe-là que vous allez voir, ça revient strictement à la même chose qu'un merge. On va dire que c'est un peu cette syntaxe est peut-être un petit peu plus simplifiée. Après merge permet de faire d'autres choses aussi. Mais donc là, si on regarde en détail, donc on va update la syntaxe, donc c'est update ma table, ça bouge pas. Set, donc là, les valeurs que je veux mettre, ça bouge pas, sauf peut-être que ça, vous allez me dire ça sort d'où? Et ben il y a ce from là, qu'on peut faire suivre, et il va faire une jointure pardon, entre ces 2 tables. Alors après, côté, pour déterminer les éléments de jointure, c'est ici que vous allez le faire. C'est pas comme un inner join, hein, où vous pouvez dire, from un on quelque chose. Il faut mettre un where. C'est un peu les jointures à l'ancienne. Quand vous mettiez des virgules et vous mettez where quelque chose pour faire la jointure. Là, on est là-dedans. Faut mettre vos conditions de jointure donc dans le where. Et, et donc voilà, c'est tout simplement ça. Ça ressemble à un merge, mais c'est fait dans une instruction update. Mais là, on peut faire que du update, c'est-à-dire si les valeurs n'existent pas, il n'y a pas d'insert qui est effectué, comme le merge peut le faire justement. Donc là, on voit bien qu'il y a 107 lignes qui ont été mises à jour, parce que dans ma table employees, on a 107 lignes. Donc là, si on regarde bien, voilà, on a pu mettre, voici la liste des 107 lignes qui ont été mises à jour, tout simplement. Donc maintenant, certains pourraient se demander, est-ce que c'est performant de faire ça? On va regarder un peu les plans d'exécution. F10. Si on regarde bien, donc déjà, contrairement à ce que j'ai pu déjà obtenir avec des merges, les index, il a l'air de vouloir les utiliser. Parce que merge, parfois il oublie un petit peu qu'il y a des index sur vos tables. Donc pas besoin de mettre de int. Pour moi, j'ai un peu retourné le truc dans tous les sens, hein, j'ai pas eu de problème de non prise en compte d'index. Même avec des stats mises à jour, hein, pour ceux qui se posent la question. Donc voilà, on peut se dire qu'il a quand même tendance à utiliser des index. Donc on va regarder plus précisément après, parce que là, on utilise l'APK de la table, de la nouvelle table, mais est-ce qu'il utilise aussi les index de l'ancienne, enfin de la table source? Donc là, on va faire ça. Donc là, on va mettre employé égale 100. Donc là, le but, ça va être qu'il recherche un seul employé. Et donc là, si on regarde bien, il utilise bien l'index de ma clé primaire, index Unix scan. Donc, on peut dire que le join update a quand même tendance à utiliser, des index, et ça simplifie un petit peu l'écriture de requêtes. Alors après, c'est bien qu'il utilise des index, mais est-ce que c'est plus performant qu'un merge? On va comparer. C'est la meilleure chose à faire, c'est de faire un test comparatif. Donc là, on a écrit la même requête, enfin la même requête, la même action, on va dire ça comme ça, mais via un merge. Déjà, vous pouvez voir que c'est un peu plus long. Et donc là, on va mettre à jour une seule ligne avec ça. Ça, je l'ai. Alors, je vais le pin, ça. Hop. Et donc, on va exécuter le plan d'exec. Donc, on peut voir que bon, le plan d'exécution est un peu plus fourni. Donc, il fait des index fast full scan. Il fait un index Unix scan de la clé primaire. Bon, tout va bien dans ce cas-là. Et on peut voir que le coût global avec le merge, au final, il est de 2 pour une ligne. Ici, le coût global, il est de 1. On peut se dire que l'update est quand même un poil plus performant. Maintenant, si on fait ça pour toute la table. Tac. Donc là, toujours pareil, bon, elle est un peu moins fournie la requête, mais ça reste toujours un peu
un petit peu plus complexe. Donc là, le coût global, il est de 2. Ici, il est de 3 pour l'update. Et là, patatras. Patatras, donc côté performance, c'est le merge qui est plus performant. Donc, lequel des deux faut utiliser? Je l'ai écrit ici, ça dépend. Vous êtes des développeurs, il va falloir que vous essayiez, vous fassiez des tests, tout simplement. C'est comme vous pouvez voir, hein, pour une ligne, c'est plus performant pour faire sur deux tables pour faire pour merger, on va dire, deux tables complètes, ça, ça a tendance à un petit peu dévisser. Donc faut faire vos tests. Je peux pas vous en dire plus. Autre question qu'on peut se poser, c'est alors je vous ai mis cette requête avec une table, mais est-ce que c'est possible de faire avec plusieurs tables? Bah, ça va être possible avec un sous-select. Parce que ça on va dire que c'est une pseudo-table, hein, au final ça, ce résultat. Et ici, là-dedans, vous pouvez voir que j'ai fait une jointure entre deux tables. Donc là, j'ai réussi à faire, avec cette update, la jointure entre 3 tables. Donc là, si je lance ça, hop, il va mettre à jour une ligne, bon. Et si on regarde bien, from test update where ampid égale 100, normalement, vous allez voir son petit department name. Voilà, donc là, en gros, ça permet de... on va dire que par rapport à un merge, ça simplifie un peu l'écriture. Voilà, après, c'est à vous de voir côté, si vous voyez que les performances, elles ont tendance à dévisser quand vous faites ça sur des gros ensembles, voilà, passez plutôt sur un merge. Alors, j'arrête le temps, il est 47. Allez, j'ai encore un peu de temps. On va voir quelque chose qui était... Alors, pour moi, personnellement, j'ai maillé depuis 15 ans moins, parce que ça fait 15 ans que je suis sur Oracle. Les booléens, c'est quelque chose, tout le monde a... Comment ça a été le festival des trouvailles pour, pour gérer du booléen au niveau SQL, pas PLSQL, au niveau SQL sur Oracle. C'est-à-dire pour créer une colonne en booléen, c'était soit du varchar2 avec yes, no, ou bien du varchar2 avec true, false ou 1, 0. Et bien là maintenant il y a le vrai booléen avec true ou false. Donc là on va créer une table. Donc vous voyez bien que j'ai le type boolean ici. Et ça fonctionne. J'espère. Oui, c'est bon. Et donc là, on va insérer des valeurs. Et là, on va dire qu'Oracle a été assez permissif. C'est-à-dire qu'il arrive à caster, comme un grand pas mal de valeurs. Déjà, il y a le true ou false, les vrais, entre guillemets, true et false. Donc là, on voit bien qu'on a inséré deux valeurs. Donc ensuite, il arrive aussi à automatiquement parser les valeurs. Donc là, vous pouvez mettre true ou false en toutes lettres en varchar2. Vous pouvez tout à fait le faire, voire mettre des nombres, 1 ou 0. Mais vous allez me dire, 1, 0, ok, mais si je veux mettre d'autres nombres, bah, vous pouvez. Ça marche tout aussi bien. Mais pour quel résultat? On va regarder ça dans l'ordre. Donc là, alors, je l'ai précisé ici, SQL Developer, la version actuelle, elle n'est pas encore au point pour afficher des booléens. C'est en ligne de commande que vous pouvez voir des true ou false. Pour lui, 0 c'est false, 1 c'est true. Et je n'ai pas trouvé de paramètre NLS qui permet de l'afficher correctement sur SQL Developer. Mais de toute manière, Oracle est en train de travailler sur SQL Developer. Alléluia. Parce que c'est un outil très... en retard. C'est encore une fois en retard. Donc, comment là, j'ai mis toutes ces valeurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut en résumé? Parce que là, je vous ai mis des 1, 0, 2, moins 1, 1,1. Vous savez même pas au final qu'est-ce qui correspond à quoi. Pour vous résumer ça, si vous mettez true et false sans les cotes, bah, c'est les valeurs true et false. Si vous mettez en varchar true et false, bah, il va le caster automatiquement, ça n'y a pas de problème.
Et pour les nombres, 0 c'est false, tous les autres nombres c'est true. Pas plus simple que ça. Alors avec le booléen, vous allez avoir des petites simplifications d'écriture. Par exemple, si je mets select étoile from boolean where affiché, déjà vous pouvez dire affiché is true, mais bon, vous pouvez marquer affiché tout court, parce qu'en fait, where derrière c'est une suite de tests logiques, et là affiché, les tests logiques ils retournent true ou false, bah là vous lui dites where affiché is true, where affiché, where true. Au final, si la valeur affichée est true, bah elle s'affiche, sinon c'est false. Donc là, il nous affiche donc tout ce qui est à true. Pareil pour l'inverse, vous pouvez mettre not affiché, donc là toutes les valeurs qui sont à false, il va me les afficher. Alors attention, faut que, par contre, ici ce soit une colonne. Parce que si vous faites ça avec une fonction, donc là je vais vous créer rapidement une fonction qui retourne un booléen, qui récupère la valeur de test boolean, mais ça retourne true ou false, hein, dit tout juste ça. Là, ça par contre, ça ne marchera pas, si je fais ça. Voilà, il dit invalid relational operator. Donc ça marche pas. Là, vous êtes obligé de lui donner is true, is false. Ah oui, c'est alors, je ne me rappelle plus si ça marchait égal true. Ça marche aussi. Donc pareil pour false, hein, évidemment. Alors on peut utiliser les valeurs castées. Hop. Donc là, si je mets égal true, voilà, égal 1. Hop. Voilà, les valeurs castées marchent aussi. Alors, je vais rapidement, alors je vois qu'il est 52, je vais terminer sur les booléens, hein, c'est que ça va, je vais vous parler côté indexation, côté performance. Parce que c'est bien d'utiliser du booléen, mais si derrière ça plombe les performances, c'est pas dingue. Donc là, je vais insérer encore une fois 1 million de lignes. Hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va mettre une centaine de valeurs à false. 99. Évidemment, j'avais pas mis le égal. Donc là, on va créer un index. Donc là, vous pouvez voir que déjà, on peut indexer du booléen. Mais alors pourquoi vous pouvez vous dire ouais, pourquoi j'ai cette réflexion? Bah, Oracle, déjà avec les valeurs nulles, il a tendance à un peu avoir quelques bugs avec, enfin bugs. Ça, ça, ça nous laisse, ça oblige le développeur à avoir quelques petits d'avoir de la suite dans les idées pour indexer des valeurs nulles. Alors je me dis avec les booléens, est-ce qu'on va avoir le même souci? On va regarder le plan d'exécution de cette requête. Donc là, si on regarde bien, si on écrit ça comme ça, l'index n'est pas pris en compte. Il fait un table accessful. Zut, ça c'est pas dingue, hein. Vous allez vous dire, ah bah mince, je dois récupérer 100 lignes parmi 100 lignes parmi 1 million et il n'utilise pas l'index, il parcourt toute la table. Aïe. Je me dis, ça se trouve, c'est un problème d'écriture de requête. Je mets le is false. Pareil, ça marche pas. Mais du coup, on va l'écrire d'autres manières. Donc là, je vais le caster comme ça. Là, je vais utiliser le false en varchar. Et là, il utilise l'index. Donc, pareil pour le 0. Donc, si vous avez besoin d'utiliser, si vous avez besoin d'avoir des requêtes performantes avec les booléans, bah, il faut écrire vos requêtes comme ça. C'est dommage en fait, parce que là, par exemple, where affiché, c'est une jolie façon d'écrire la requête. Bon, il est plus haut, je ne vais pas le rechercher. C'est une jolie façon d'écrire la requête, mais le problème, c'est que bah, ça fait que bah, il y a un petit problème avec les index. C'est dommage. Et j'en ai fini avec les booléans et j'en ai même fini avec ce meetup. Ça passe vite, hein, il est déjà à 54. J'ai d'autres nouveautés qui sont encore dans ma besace. Il y avait quoi? Le transpiler, ça c'est une très belle nouveauté aussi qui va permettre d'améliorer les performances. Il y avait les annotations.
qui vont permettre d'ajouter un peu de métadonnées dans vos objets. Ça, ce qui peut être assez intéressant, c'est une version avancée des commentaires. Et le dernier point que j'ai trouvé aussi assez sympa, c'était les domaines, qui sont des typages plutôt avancés et avec lesquels on peut faire des choses assez puissantes. Donc c'est dommage que je n'ai pas pu aborder ça, mais ça peut peut-être donner l'occasion de faire une deuxième partie à ce meet-up un peu plus tard. Donc comme Alexia le précise, si vous voulez avoir une suite, n'hésitez pas à en faire part, que je puisse parler de ces 3 derniers sujets. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.